Est-ce que vous saviez qu'Omerta a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires exclusifs? Le lien est dans la description. Bonjour à vous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, chers abonnés également de l'application, parce que je rappelle qu'il y a la chaîne YouTube, mais il y a également l'application. Je rappelle au passage la sortie, ça fait 3 semaines que c'est en kiosque, du 3e numéro d'Omerta Magazine, qui s'intitule « La France contre Macron », donc il est toujours disponible, donc il est dans vos kiosques. Je suis ravi aujourd'hui de vous recevoir pour une nouvelle édition du Grand Entretien, un peu inhabituelle aujourd'hui puisque je reçois 2 personnes. Je reçois d'abord Gérard Bardy et Anne-Laure Bonnel. Alors pourquoi ces 2 personnes? D'abord parce que Gérard Bardy vient de sortir le livre, il est sorti il y a combien de temps? Un petit mois. Un petit mois à peu près, qui s'intitule « Les combattantes de l'info ». Et donc voilà l'auteur et voilà une des combattantes. Alors, je vais commencer par vous présenter, Gérard. Je vais vous présenter tous les deux. Alors, Gérard, vous avez été reporter vous-même. Vous avez été correspondant militaire, rédacteur en chef adjoint de l'AFP. Vous avez travaillé pour divers médias, dont Le Pèlerin, Le Monde. Et j'ai noté, alors vous pouvez peut-être nous expliquer exactement, vous avez été reçu en 2020 la grande médaille d'or de l'Académie des sciences et des lettres. Ben oui, j'étais très surpris parce que, comme beaucoup de journalistes, en plus de mon métier de journaliste, je commets quelques livres. Et plus ces dernières années, puisque j'ai quitté la vie active, à proprement parler. Et donc, j'ai publié une douzaine de livres jusque-là, dont 7 sur le général de Gaulle. Ah, d'accord. Et c'est ces publications qui m'ont valu d'être distingué de la grande médaille d'or par l'Académie des arts, sciences et lettres. J'étais très heureux, hein, je ne le cache pas. Voilà. On l'imagine. Mais je n'avais rien demandé. On l'imagine. Anne-Laure, vous êtes reporter, vous êtes documentariste, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Vous avez réalisé 2 documentaires sur le Donbass qui ont été largement commentés, on va en reparler. Vous avez aussi travaillé sur l'Arménie et vous êtes donc ce qu'on appelle vraiment une reporter de terrain. C'est-à-dire que vous ramenez ce que vous racontez ce que vous voyez sur place et vous témoignez. Je vais commencer par Gérard. Les combattantes de l'info, pourquoi cette idée? Quand ça vous est venu? Quelle est la genèse du livre un petit peu? Tout simplement parce que moi je fais partie d'une génération de journalistes, je suis un peu plus vieux que vous, hein, mais je pense que vous partagez mon point de vue, où j'ai toujours vu le monde médiatique complètement phagocyté par un certain nombre d'idéologies plutôt à gauche et avec la difficulté pour des gens qui n'étaient pas membres du Parti communiste ou du Parti socialiste, de s'exprimer sans faire attention à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils écrivaient. Et ça s'est accentué avec les années, me semble-t-il, et il y avait vraiment besoin de sortir de cette pensée unique, de cette pensée autorisée, en voyant émerger des journalistes plus courageux, plus libres et plus proches de la réalité, plus respectueux des faits. Le métier de journaliste, c'est d'abord donner les faits. Le commentaire, il vient après, c'est l'éditorialiste qui fait le commentaire. Mais le reporter, j'ai été aussi correspondant de guerre comme vous deux, et je sais ce que c'est. Quand on est sur le terrain, on ne fait pas de la philosophie, hein. On raconte ce que l'on voit, et quand on est reporter, même si on fait les faits divers dans la Charente libre, on dit ce que l'on voit. C'est d'abord une... Or, ce n'était plus vrai. Les jeunes journalistes qui arrivent dans un certain nombre de chaînes, notoirement du service public, font de l'éditorial, font du commentaire, font passer leurs opinions, leurs idées, avant de parler des faits. Et puis, voici que sont arrivées, au fil des toutes dernières années, des femmes journalistes, essayistes, jeunes, la tête bien formée, alors on va les citer, celles qui sont dans le livre, hein, Eugénie Bastier, donc Anne-Laure qui est là, Anne-Laure Bonnel, Gabrielle Cluzel, voilà, allez-y. Eugénie Bastier, Gabrielle Cluzel, Véronique Jacquier, Sonia Mabrouk, qui à sa façon a une parole libre, Christine Kelly, qui s'est fait massacrer parce qu'elle a reçu pendant plusieurs mois, plusieurs années à l'antenne Éric Zemmour, donc elle est devenue une tête de Turc sur les réseaux sociaux. Vous savez que Christine Kelly,
s'est fait traiter de négresse de service parce qu'elle acceptait d'animer l'émission où s'exprimait Éric Zemmour. On en est là quand même. Enfin, il y a vraiment... Alors, ces femmes, il y en a d'autres, il y a Natacha Polony, par exemple, elles ont eu le courage de rompre avec cette pensée unique et puis de parler vrai. Et j'ai trouvé que le fait que ce soit des femmes, significativement des femmes, jeunes, que c'était un vrai phénomène, que ça passait trop inaperçu. Donc je me suis dit, je vais quand même aller décortiquer un peu ce qu'elles ont, ces femmes. Parce qu'au-delà d'être des reporters, elles ont des convictions, elles ont le souci de la vérité, elles se battent pour ça. Elle voit bien que la France, l'Europe, la civilisation judéo-chrétienne sont menacées. Et donc, elles ont une place à prendre par leur témoignage, en rapportant les faits tels qu'ils sont et en ne cachant pas leur réalité et souvent ce qui nous laisse envisager de pire. Je note quand même, parce qu'il faut quand même regarder un peu l'orientation. On note qu'il y a assez peu de personnes qui travaillent pour le service public. Est-ce un hasard ou est-ce que vous pensez qu'il y a peu d'expressions, en fait, qu'il y aurait une presse qui serait un peu plus libre que l'autre? Pourquoi est-ce que... il n'y a pas de journalistes travaillant dans le service public, tout simplement parce que le service public aujourd'hui, en France, celui de l'audiovisuel, est complètement orienté. France Inter, pour ne citer que France Inter, a une ligne éditoriale complètement orientée tous les matins. Il se trouve que je passe une partie de l'année dans le sud de la France où je ne reçois que France Inter. Donc le matin, ma punition au réveil, c'est quand même, pour être informé, c'est de mettre un journal de France Inter. À chaque fois, j'ai du LGBT, j'ai du féminisme, j'ai lu un dossier woke. Il y a l'extrême droite, il y a les heures les plus sombres de notre histoire. Enfin, il y en a assez de ce lavage de cerveau. Donc non, aucune, j'assume, journaliste du service public ne me semble appartenir à cette génération des femmes qui se battent pour la vérité, pour le débat des idées. Je peux être en désaccord avec telle ou telle prise de position de ces 10 combattantes que j'ai sélectionnées, j'aurais pu en prendre 12 ou 15. Je peux ne pas être en accord complet avec elles. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'elles contribuent à la liberté d'expression, au débat des idées. Et on dit que c'est important le débat des idées pour la démocratie, c'est évident, mais on fait tout pour phagocyter le monde des médias. Et donc, non, c'est important. Alors, je vais revenir donc sur une de ces combattantes, donc Anne-Laure. Et je vais vous demander, Anne-Laure, comment s'est passée la rencontre avec Gérard? Comment est-ce que vous avez... et pourquoi, finalement, quelle est la part de contribution que vous avez apportée à ce livre? Alors tout d'abord, quand j'ai reçu un mail de la part de Gérard Bardy, j'ai été très étonnée. Je vous le dis très franchement, je sortais d'une campagne médiatique plutôt violente concernant mon travail en Ukraine. Les articles me concernant étaient très péjoratifs. Donc au départ, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ou alors encore un coup de rédac pour obtenir de l'info et ensuite rédiger un article en charge. Voilà où j'en étais à cette époque-là, parce que j'y ai eu droit à plusieurs reprises. Je me suis donc rendue, on a fixé un rendez-vous, on est allé discuter ensemble. Gérard Bardy a enregistré notre conversation et j'ai raconté tout le processus de mon travail, pourquoi ce travail, mes convictions, qui j'étais, d'où je venais, comment je me suis rendue là-bas, ce que j'ai vu. Enfin, on a eu un échange extrêmement courtois dans l'écoute et Gérard Bardy a posé énormément de questions. La deuxième phase de ma réaction, ça a été... je ne savais pas, après je lui ai fait entièrement confiance, je ne savais absolument pas ce qu'il allait écrire.
Vous le savez chacun que, eh bien, on peut très bien faire un enregistrement et écrire à charge après, hein, ça se fait. Évidemment, ça m'a traversé l'esprit puisque je n'ai pas demandé ni relecture ni quoi que ce soit. Donc jusqu'à la sortie de son ouvrage, j'ai été vraiment dans la surprise totale, en me disant est-ce que je vais une énième fois me faire taper dessus ou est-ce qu'il s'agira d'un livre qui peut être critique, puisque moi j'accepte la critique et ça fait partie de la liberté d'expression. Le débat est nécessaire et je pense que d'ailleurs j'ai montré mon acceptation des critiques d'où qu'elles viennent. Et quel sera le contenu? Je l'ai découvert avec beaucoup de joie et j'ai été très heureuse. Mais surtout, la deuxième phase, après cette interrogation, ça a été le sentiment, un honneur, parce que le parcours de M. Gérard Bardy, il faut le souligner, est exemplaire. Au-delà du peu de choses qu'il a dit au sujet lors de sa présentation, il a écrit de nombreux ouvrages. Il a fait preuve d'une grande déontologie dans tout son travail. Donc être choisi par M. Bardy, c'est pas que ça m'a flatté, c'est que ça m'a... Je pèse mes mots, j'ai été honorée. Ça a été pour moi une véritable distinction et je tiens à la remercier. Alors, il faut préciser une chose, c'est que vous avez parcouru, pratiquement habité dans le Donbass pendant très longtemps. En fait, vous êtes parmi ceux qui n'ont jamais quitté le terrain que vous avez découvert là-bas à une époque où le conflit était totalement oublié. Quand il y a eu donc l'invasion russe de l'Ukraine, vous êtes reparti là-bas, vous aviez déjà des gens sur place, enfin, vous aviez déjà vos contacts. Et puis, on a un petit peu découvert, après que des reporters soient allés du côté ukrainien, qu'il y avait une Française qui se trouvait côté russe, ou en tout cas dans les deux oblasts de Lougansk et de Donetsk. Ça vous a surpris la violence des critiques qui ont été érigées contre vous parce que finalement, c'est quand même un avantage d'avoir quelqu'un qui parle français. En fait, les télés vous ont appelé. Comment vous avez vécu ce moment-là? Alors, ce qui m'a surpris pour les télés, j'estime que ça c'est... Parce que nous, on l'a vu. On a vu ce qui a été... ce que vous avez reçu comme critique, comme tombereau d'injures, parfois. Moi, ce que je veux vous demander, c'est comment vous avez ressenti. Et voilà, et ça a été quand même quelque chose d'extrêmement violent, non? Ah oui, non, mais c'est d'une rare violence. Alors déjà, je tiens à préciser que lorsque je pars, j'arrive avant le 24 février. Personne n'était en mesure de savoir ce qui allait se passer le 24. Ce que je filme, c'est simplement les conséquences d'une guerre sur les civils. Donc, déjà, je suis étonnée que cela puisse être choquant, puisque nous avons l'habitude de dire qu'un homme est un homme et qu'on doit faire fi de sa nationalité et de son genre. Je filme des civils qui meurent, je ne vois pas en quoi cela est critiquable. Passons, ne serait-ce que déontologiquement, éthiquement et moralement, ça m'a vraiment étonnée, je n'ai pas compris. Mais la grande violence, c'est non pas ces passages à la télé, auxquels on voit bien le décalage entre les journalistes dits de plateau, et c'est pas péjoratif, hein, c'est par simplicité, qui n'ont aucune réalité de ce que c'est de se trouver en zone de guerre. Vous dormez peu, vous captez mal, ça bombarde de partout, vous prenez des risques, des risques vous risquez votre vie, hein, tout simplement. Arriver à obtenir un moment dans cette journée extrêmement chargée au milieu de la violence d'une guerre pour parler à un journaliste, c'est extrêmement compliqué et vous le savez. Donc là, mon premier étonnement, c'est l'incompréhension depuis Paris de ce qu'est, parce que le 24 février, qu'est-ce qui s'est passé, Régis? Nous avons découvert ce que c'était une guerre. Les militaires, eux, le savaient, mais on s'est bien rendu compte que sur les plateaux, les gens ignoraient totalement. Vu les questions et vu leur étonnement, ils étaient à 10 000 lieues de se rendre compte ce qu'est une guerre, pardon. Donc ça, c'est le premier choc. Je ne vais pas parler d'incompétence, mais à minima, je vais parler d'un petit problème de formation. Voilà, il y a une dichotomie entre celui qui est sur le terrain et celui qui est derrière son prompteur, déjà. Bon.
De deux, ce qui m'a le plus choqué en termes de déontologie, c'est les articles presse écrite. Parce qu'eux ont le temps de faire une recherche. Ils ont une rédac, ils ont des gens qui travaillent avec eux, ils ont un minima des stagiaires, ils ne sont pas dans l'urgence du direct des plateaux. Donc, leur boulot, c'est de faire du croisement d'infos, non? C'est la base. Toutes les critiques ont été faites qui m'ont attaqué d'être accompagnés par des séparatistes, d'être sous l'influence du Kremlin, etc. Deux, c'est une méconnaissance, encore une fois, totale d'une zone de guerre, parce qu'en zone de guerre, évidemment, que vous avez l'entièreté des services du monde, que vous avez des militaires qui vous surveillent, que ce soit en Ukraine, en Arménie, ou en Afghanistan ou ailleurs. Une zone de guerre, c'est une zone de paranoïa, et elle est entourée par de nombreux services. Ça, visiblement, les journalistes presse écrite l'ignorent. C'est dommage. C'est même grave. Deux, en faisant donc une recherche très peu poussée, il suffisait de regarder le générique de fin de mon premier documentaire, il se serait très rapidement rendu compte que je suis partie pour la réalisation de ce film avec un Ukrainien, naturalisé français, qui est né à Tcherkassy, donc en Ukraine. Tcherkassy, je le dis pour vos téléspectateurs, ce n'est pas une zone pro-russe. Voilà, ce n'est pas une zone pro-russe, donc je ne suis pas partie avec un militant séparatiste pro-russe, comme ça a été dit, mais avec quelqu'un qui était tout simplement dans l'interrogation de ce qui se passait en 2014 et en 2015 à l'est de l'Ukraine et qui m'a accompagnée. Il s'est avéré que cet homme avait fait la Légion étrangère, a été suite à cela naturalisé français. Il parlait donc couramment russe, ukrainien et français. C'était un habitué de la guerre puisque Légion étrangère. Et il est né dans une zone neutre, enfin en tout cas ni pro-russe ni pro-Maïdan. Moi, je comprends un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que finalement, on n'en est pas arrivé, et pour les autres combattantes de l'information, alors il y a certaines qui sont des chroniqueuses, il y a certaines qui sont des éditorialistes, d'autres des chercheuses, Anne-Laure et grand reporter. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, je dirais, encore, je dirais, se conformer à l'idéal du reportage, c'est-à-dire de couvrir les deux camps? Est-ce que c'est possible encore? Parce que finalement, ce que je comprends, c'est quand même que vous avez été accusé d'être pro-russe, tout simplement parce que vous étiez du côté russe, quoi, tout simplement. Donc, oui, non, mais ce qui est plus grave, c'est que ça part de 2015. 2014. Ouais. Voilà, donc c'est une méconnaissance totale des enjeux. Expliquer être dans ce camp, c'est pas légitimer. On le voit bien aujourd'hui, l'hystérie qu'on a vécue avec l'Ukraine, on la vit aujourd'hui avec Israël-Palestine. Bien sûr. C'est le même problème. Donc la question, je vais laisser... Vous iriez à Gaza aujourd'hui, Anne-Laure? Mais idéalement, moi je voulais aller en Ukraine. J'aimerais bien pouvoir faire ce déroute de Gaza. Est-ce que c'est possible? Je pose la question. Je crois pas. C'est pas nous qui sommes responsables, c'est ceux qui donnent les autorisations. Mais si, par exemple, aujourd'hui, avec un convoi humanitaire, vous arriviez à rentrer dans Gaza, vous feriez un documentaire? Bien sûr que je rentrerai à Gaza. Oui. Alors, sur cette question, Gérard, est-ce qu'aujourd'hui, on peut couvrir les deux camps? Parce que moi, j'ai eu des expériences aussi comme Anne-Laure, où j'avais été, pendant la guerre Arménie, Azerbaïdjan, j'avais été côté azerbaïdjanais, je m'étais pris... Des missiles en revenant, parce que j'étais allé du mauvais côté. Vous le savez tous les deux aussi bien que moi, toute guerre, tout conflit militaire s'accompagne d'une guerre de l'information. Et il y a toujours eu, de tout temps, des gens qui, auprès d'un camp et de l'autre, étaient chargés de véhiculer de la propagande pour déstabiliser l'adversaire, faire croire qu'on était en train de gagner, etc. Ça se fait depuis de la nuit des temps. Donc aujourd'hui, avec la multiplication des moyens de communication, l'instantanéité de certains moyens de communication, les réseaux sociaux, tout ça s'amplifie considérablement. Donc, et puis aussi, il faut dire que l'indépendance d'un pays comme la France est devenue quand même assez relative. On est loin de l'époque du général de Gaulle, qui parlait aussi bien au camp arabe qu'au camp israélien. On l'a vu, il suffit de reprendre ses propos. Aujourd'hui, on a tendance à vous classer dans un camp
et c'est d'ailleurs toujours le même. Et on voit bien que dans les derniers conflits qu'il y a eu, on ne parlerai pas de l'Irak, parce que c'est une caricature, où la France, les médias français sont dans leur immense majorité les porte-parole de ce que dit l'OTAN. Alors, est-ce que vous pensez, justement, que le rôle d'un journaliste aujourd'hui, enfin, tel que nous le définissons, tel qu'il est inscrit dans la charte de Munich, c'est-à-dire de garder un minimum d'objectivité, d'essayer d'approcher autant que possible la vérité en regardant, en expliquant ce qui se passe. Moi, je dis toujours, on ne sait pas tout quand on va sur le terrain, mais on en sait un peu plus qu'en n'y allant pas. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette démarche contredit la version, enfin, on va parler de version officielle, puisque là, ce qui est intéressant au moment où on se parle, c'est qu'il y a quand même un peu une heure de vérité au niveau de l'Ukraine, quoi. C'est-à-dire que là, on se rend compte que beaucoup de choses qui ont été véhiculées autour de ce conflit étaient soit fausses, soit orientées, soit ont été complètement délibérément accentuées, que même ceux qui ont tenu ces propos à propos de l'Ukraine, disons que la Russie allait perdre en 15 jours, etc., que Poutine avait 15 cancers, je vous en passe, et il y en a eu beaucoup, aujourd'hui font complètement machine arrière. Ma question, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui, compte tenu des contraintes que vous avez décrites avec les réseaux sociaux, la rapidité, la circulation de l'information, le matraquage, parce que ce qui est en train de se passer sur Gaza, c'est quand même, enfin sur Gaza, Israël, c'est quand même quelque chose d'assez intense. On a vite fait, pour une phrase ou quelque chose de mal interprété, d'être ostracisé et de se retrouver sans boulot. C'est arrivé d'ailleurs à certains. Est-ce que... ou à certaines. Ou à certaines. Est-ce que aujourd'hui on peut faire du journalisme, tout simplement ? C'est de plus en plus compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir étudié pendant une année à l'école militaire, puisque j'ai été auditeur de l'Institut des hautes études de défense, au moment où j'ai commencé à être correspondant militaire de l'AFP. Ça m'a donné des bases, ça m'a donné aussi des clés pour repérer tout ce qui est désinformation. Aujourd'hui, regardez une chaîne comme LCI, moi j'hésite pas à la citer, ils sont à robinet ouvert, entièrement du côté ukrainien. Jamais ils ne seront remontés aux sources de ce conflit. Certes, l'agresseur, celui qui a envahi l'Ukraine, c'est Poutine. On peut considérer qu'il a toute la responsabilité du conflit, mais c'est quand même une vision partiale. Mais ce n'est pas une raison pour dire la Russie va s'écrouler. Mais je ne suis pas l'avocat de Poutine ou de quiconque ici, mais simplement cette décision de Poutine, elle est précédée d'événements pendant des années. Et puis faire l'apologie comme on le fait de Zelensky, c'est grotesque. Et du pouvoir ukrainien. Enfin, deux années avant le début du conflit, l'Union européenne elle-même classait l'Ukraine parmi les pays les plus corrompus du monde. La corruption, elle continue pendant la guerre, ça je peux vous l'assurer. J'ai les meilleures sources qui disent qu'avec l'argent donné par la communauté internationale pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine, eh bien, il y en a qui se sucrent gentiment. Bon, qui va le dire ? Qui va simplement poser la question ? Ça, il y a toujours des profiteurs de guerre. Il y a toujours des profiteurs de guerre, mais enfin, quand même, on est dans un pays qui a la main leste, qui sait y faire. Bon, donc, Zelensky, on en a fait le personnage central de notre monde, reçu ici, reçu là, etc. Le sens de l'équilibre a quitté le système des médias actuels. 1, ça va vite. 2, on se range systématiquement derrière un camp ou un autre. C'est très compliqué. Je pense que dans le domaine de l'Ukraine, puisqu'on parle de cette guerre, il n'y a pas eu d'objectivité du tout. Il y a eu parfois même ce qui ressemblait à un lavage de cerveau. Moi, je ne suis pas politiquement engagé.
Moi, j'ai un maître à penser en politique qui est le général de Gaulle. Je suis gaulo-gaulliste et jusqu'à la fin de mes jours, je ne bougerai pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des critiques à faire sur la façon dont le général de Gaulle a géré le pays ou certains épisodes de notre histoire. Mais tout de même, il y avait ce sens de l'équilibre parce que la France voulait rester la France, avoir une parole originale entre les blocs et qu'on savait parler à tous les camps. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne sait plus le faire. On ne sait plus le faire. Tout ça a disparu, vous trouvez? Non. Ah oui, tout ça a disparu. Quand on voit la façon dont, au niveau le plus haut de l'État, on qualifiait Poutine, c'est quand même un manque de mesure sur le plan diplomatique. De toute façon, un chef d'État, il n'a pas le droit d'avoir une condamnation aussi violente d'un camp ou d'un autre, puisqu'on fait toujours la paix avec ses ennemis. Bien sûr. Donc, il faut toujours préserver l'avenir, et la diplomatie, c'est faite pour ça. Or, aujourd'hui, la diplomatie, elle est un peu dans ce conflit de l'Ukraine, la diplomatie française est à genoux devant les thèses de l'OTAN. Je suis désolé de le dire. Alors, je sais bien que le général de Gaulle n'aimait pas trop l'OTAN et que j'ai peut-être hérité de cette position. Trait, oui. En tout cas, du général de Gaulle. Alors, je voulais vous faire réagir parce que donc on parle évidemment de l'Ukraine avec ce qu'on a entendu sur LCI et dans d'autres médias. Je pense que l'Express, il y a eu quand même aussi des médias papiers qui se sont distingués dans cette, on va dire, les Anglais appellent ça du wishful thinking. Ouais. Et d'ailleurs, les Ukrainiens aujourd'hui protestent, certains en tout cas, que cet état d'esprit, en tout cas, et cette volonté de voir l'Ukraine victorieuse leur a porté préjudice. C'est-à-dire, on les a instruits dans l'idée de la victoire qui n'est jamais arrivée. Aujourd'hui, ils nous en veulent. Moi, je voulais revenir sur une déclaration qui avait été faite, un article, je vais essayer de le retrouver de mémoire, par Jean-François Kahn en 2017, en janvier 2017, au moment de la chute d'Alep-Est. Et Jean-François Kahn expliquait, parce qu'on découvrait peu à peu que les rebelles, les groupes armés d'opposition syriens s'étaient comportés, ou en tout cas dans les zones qu'ils avaient contrôlées, avaient largement, comme le Hamas d'ailleurs, utilisé les centres hospitaliers, mais à l'époque personne n'en parlait, ce qui ne remet pas en cause la violence avec laquelle les Russes ont attaqué ces quartiers. Mais Jean-François Kahn disait qu'on s'était, sur la Syrie, à force de vouloir quelque chose, de vouloir construire une réalité totalement imaginaire. C'est-à-dire qu'on avait abandonné la réalité et qu'on continuait de fantasmer, notamment dans un univers où on parlait de démocratie syrienne, on parlait de groupes démocratiques, alors que l'opposition était depuis longtemps gangrénée par les groupes djihadistes. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une forme de plaquage d'une idéologie ou d'une vision sur un conflit, qu'on n'arrive plus à en sortir, et que le travail de reporter finalement ne sert à rien? C'est pas neuf, hein. C'est pas neuf. Moi, j'ai l'âge d'avoir connu l'exil français de Khomeini au moment de la chute du Shah, quand Giscard d'Estaing a laissé tomber le Shah d'Iran à la demande des Américains et a accueilli sur le sol français à Naufle-le-Château l'exil de Khomeini. Je l'ai fait du premier au dernier jour pour l'AFP, l'histoire de Khomeini. Ça n'a gêné personne de faire l'apologie du régime chiite qui a créé une terreur et avec des dizaines de milliers de morts dès son installation en Iran. Y compris des gens qui avaient été les compagnons de route de Khomeini en Europe, en France, qui sont arrivés à Téhéran, qui ont eu des paroles discordantes, ont été exécutés. Le ministre de l'Information, qui était devenu mon ami en France pendant l'exil, et qui a été un partisan de Khomeini. Un partisan de Khomeini, qui était à Naufle-le-Château avec Khomeini, qui a été nommé ministre de l'Information à la prise de pouvoir. Il a eu le malheur de dire quelque chose qui était un peu en dehors de la ligne. Il a été exécuté un matin. Je l'ai appelé et je suis tombé sur son environnement. Ils m'ont dit il vient d'être exécuté. Mais alors, revenons sur le traitement médiatique à l'époque. En effet, des journaux comme Le Monde présentaient Khomeini comme un grand espoir démocrate. Quelques années précédemment,
On avait vu Libération, notamment, sans le citer, titré 7 jours de fête pour une libération en parlant de l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh. Là, sur la Syrie, c'est Jean-François Kahn que je cite, c'est pas quelqu'un qui est classifié, qui est de beaucoup taxé de complotiste. C'est pas quelqu'un d'extrême droite, on peut le dire. Et c'est surtout quelqu'un qui est un grand bonhomme de la presse. Donc, moi, ma question par rapport à votre travail, Anne-Laure, est-ce que finalement vous êtes, avec tout ce qu'on vous a mis sur le dos, aujourd'hui taxé définitivement, que c'est fini, que vous êtes classé et qu'il n'y a plus possibilité pour vous de travailler? Alors, je pense que c'est pas nouveau, en effet, mais le monde a changé brutalement. Alors, le 24 février, on s'est rendu compte... le 7 octobre aussi. Et le 7 octobre, oui. Ouais. Oui, mais je me suis souvent demandé, j'ai pas de réponse, s'il y avait... Enfin bon, peu importe. Mais ça a changé. Donc là, cette manière d'instaurer une vérité sur l'histoire était tout de même une manière pour les Occidentaux d'installer leur narratif. C'était quand même nous qui avons les moyens de communication et qui avons, d'une manière ou d'une autre, et tous les États le pratiquent, mais l'Occident a écrit l'histoire à travers des ouvrages, mais également à travers les médias. Or, on voit bien aujourd'hui que suite à l'invasion d'Ukraine, que le reste du monde ne suit plus les Occidentaux. Donc cette manière de vouloir instaurer une réalité qui est déconnectée du réel ne pourra plus se faire. Ne pourra plus se faire parce que désormais, ce fameux Sud global a son propre système médiatique. Les réseaux sociaux ramènent des images que les rédacs occidentales ne peuvent plus ignorer. Donc le réel revient en force. Et on a voulu l'inventer, on a pu l'inventer, on ne pourra plus continuer ainsi. Ça, c'est une première chose. Le narratif occidental, c'est terminé. Deuxièmement, non, moi je ne considère pas que je serai bloquée ad vitam aeternam. J'ai traversé énormément de problèmes et finalement j'en ai tiré également beaucoup de leçons. On ressort souvent plus fort des coups foireux qu'on vous tend. Donc ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de savoir un peu plus ce qui était essentiel ou pas, définir un petit peu avec plus de précision ma trajectoire. Je ne sais pas dans quelle branche je vais continuer, mais je sais que je continuerai. Ça, je n'en doute pas. D'une part parce que je peux collaborer avec certains médias étrangers qui sont plus ouverts. Là, je pense au Canada, par exemple, où je peux remettre en place des... Vous travaillez pour un média canadien. Voilà, du Québec, où on peut mettre en place Libre Média. Libre Média. Où on peut interviewer des personnes que vous suivez en France, par exemple sur LCI, mais qui, là, ont une marge de manœuvre pour s'exprimer beaucoup plus ample. Je parle notamment du général Vincent Desportes ou du colonel Père de Jong, etc. Donc on arrive, et je parviens à trouver maintenant des issues et à instaurer du débat. Ce que je veux faire, ce sont des films. J'espère pouvoir en refaire prochainement. Je ne me fais pas d'illusions, je ne vais pas en faire pour le prime time, parce que c'est encore très codifié, ça va prendre du temps pour évoluer. La télé est en train de prendre conscience aujourd'hui que son audimat est en train de glisser vers les réseaux sociaux et vers le numérique, mais elle prend également conscience que le narratif dont je vous ai parlé à l'instant occidental ne va pas tenir longtemps face à des chaînes comme Al Jazeera, etc. Donc elle va devoir se réinventer très rapidement. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qu'on voit sur les plateaux télé qu'on ne verra plus dans 5-10 ans, voire moins. D'accord. Alors, donc moi, je vais m'installer dans ces brèches-là, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, et donc ce qu'on peut noter aussi, c'est que, on parlait du service public aujourd'hui, qui est toujours payé par nos impôts, mais qui a une voix, en effet, quelque peu monolithique, mais qu'à côté, il y a quand même tout un tas d'espaces dans lesquels l'expression peut se faire aujourd'hui, et que... Tant mieux, je vais dire, puisque on peut trouver, chacun peut trouver un peu Régis, permettez-moi, en tout cas faire. On n'a pas à rougir de ce qu'on a pu faire et dire depuis le 24 février. Il suffit de voir là le rétropédalage sur les plateaux. Je veux dire, il ne faut pas avoir d'honneur pour rétropédaler en niant d'ailleurs même. Ah mais non, je n'ai jamais dit ça.
mais moi j'entends certaines personnalités, je ne citerai personne par... On prépare dans le prochain numéro d'Omerta un petit best-of de ce qui a pu être dit, et je vous assure que c'est assez gratiné quand même. Manque d'humilité et arrogance. Et incompétence, parce que la plupart de ces gens qui ont été les plus incisifs n'ont même pas eu, à un moment ou à un autre, même la décence, pour moi, d'aller en Ukraine, ne serait-ce que du côté ukrainien, ne serait-ce que de visiter une ligne de front, ne serait-ce que d'apporter ce soutien qu'ils clament à longueur de... Moi, ça m'a toujours étonné, ça. Mais dans ce que vous avez traversé, Anne-Laure, il y a une chose il y a une question que je me pose. À un moment, donc, on vous a désigné comme une Française pro-russe, et tout à coup, vous êtes retrouvée citée par Sergueï Lavrov. Alors, attention, je n'ai pas été citée par Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov, ça aussi, je l'ai découvert tardivement, parce que moi, j'apprends ça, je suis en Ukraine, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En réalité, Sergueï Lavrov a cité une journaliste française. Et figurez-vous que c'est Libération qui a sorti mon nom. D'accord. Le lien. C'est pas Lavrov. D'accord. J'ai découvert ça a posteriori. Je raconte ça dans les combattantes de l'info, puisqu'elle m'avait expliqué. C'est incroyable, parce que Lavrov cite l'exemple d'une journaliste française qui va à contre-courant, qui dit les faits, et là, hop, automatiquement, Libé accroche le nom d'Anne-Laure Bonnel. Vous devenez la bête à abattre. Non, la bête à abattre, il faut le dire. Mais est-ce que du point de vue... Alors, on sait qu'on est dans une guerre de communication. Vous n'avez pas, et c'est ça d'un point de vue personnel, l'impression de rentrer dans un rouage russe, cette fois, de communication. Ah ben évidemment, là, vous dites... Et quel était votre sentiment ? Et comment... Quel était mon sentiment Parce que Libé vous cite, il n'y a pas beaucoup de journalistes françaises féminines qui soient dans le Donbass. Mais il y avait Boudoul. Oui, il y avait Boudoul. Oui. Il y avait Liseron Boudoul de TF1. Bon, voilà. Enfin, je veux dire, il y a Anne Niva qui est allée. Enfin, je veux dire, on est... Bon, oui, oui. Oui. Donc là, vous vous retrouvez dans cet étau, on va dire, et finalement, par rapport à ce que vous êtes venu démontrer, qui est le drame et les souffrances des civils, vous rentrez quand même dans un appareil de communication. Évidemment, mais enfin, sont les deux camps, et ça, il faut le dire, répéter, et ça pour toutes les guerres. Avant tout, c'est une guerre cognitive et une guerre de l'information. Celui qui l'ignore n'a rien compris au traitement informationnel de la guerre. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une zone, vous êtes forcément... vous allez devoir énormément réfléchir à ce qui vous est donné à voir et à entendre. Et c'est la raison pour laquelle je n'interviewe jamais de personnalités politiques dans une zone ou de soldats. Moi, vous pensez que les civils sont plus crédibles ? Ah bah écoutez, moi je les chope par hasard sur les routes, donc je vois pas comment ils auraient pu m'inventer un scénario. Ensuite, il y a Ocinte, celui qui veut géolocaliser et qui veut vraiment faire son travail, ça lui prend 5 minutes. Donc trouvez-moi un... Puis, est-ce que vous pensez vraiment que... Alors s'il y en a quelques-uns, il y a des mecs qu'on peut retrouver, ça j'ai pu faire en faisant des enquêtes, il y a des civils, des pros de la désinformation des deux camps qu'on retrouve. Mais moi, à 90%... Si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'en général, quand j'entends la façon dont est exprimée, par exemple, une situation, on va dire, Bakhmout, ou une ville où il y a des combats, ou une ville qui a été prise, on dit, oui, il y a une zone pro-russe et une zone pro-ukrainienne. Et puis quand vous évoluez, que vous êtes amené à vivre dans ces zones-là, vous vous rendez compte que la plupart des gens sont des gens qui adoptent des stratégies de survie, dont la guerre traverse le quotidien, et ils n'ont qu'un espoir, c'est que la guerre ne les abîme pas trop, ou qu'elle abîme pas trop leur famille, et que très peu, finalement, sont pour le camp dans lequel, géographiquement, ils se situent, et contre le camp d'en face. Moi, je trouve que c'est des civils dans la guerre, c'est souvent... Voilà, on espère qu'on va s'en sortir. On a connu ça en 39-45, des civils dans la guerre. On a vu ce que ça a donné. Bien sûr. Mais comme c'est votre sujet, les civils, n'est-ce pas ? C'est vraiment ce que bien sûr. vous revenez sans doute avec des témoignages
À 90%, si vous regardez mes images, j'ai des civils que je ou qui sont interchangeables, qui pourraient très bien se trouver du côté ukrainien. Mais bien sûr, mais c'est simplement des histoires d'hommes et de femmes brisés qui tentent de survivre et qui ont tout perdu. Et qui vous parlent souvent par détresse ou par même machinalement. C'est des gens qui ne dorment plus, qui n'ont plus de toit, qui partent avec, avec un bagage, s'ils le peuvent, sur les routes. Oui. Et leur témoignage est quasi universel. Si vous comparez le témoignage d'un civil au Yémen, dans le Haut-Karabakh, en Israël, aujourd'hui, ou à Gaza aujourd'hui, à Gaza, il n'y a plus de bombardement. Donc ils veulent simplement que ça s'arrête. Ouais. Voilà, et ils veulent montrer leur souffrance au plus grand nombre et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Là, on va revenir, j'ouvre j'enfonce des portes ouvertes, pardon, mais un civil, c'est simplement encore un être humain qui va se prendre des bombes sur la tête et qui va voir son entourage mourir dans des conditions atroces et qui perd tout ce qu'il possède. Et ça, c'est partout dans le monde. Je peux vous demander qu'est-ce qui, au départ, a déclenché cet intérêt, justement, pour... Ouais. Alors, pour faire très très vite, en 2014, je remporte un prix. Minutes, hein. Ouais. Je remporte un prix chez France Télévisions du meilleur programme télévisuel. Normalement, je devais gagner 1 an d'émission hebdo. France Télévisions est revenue sur cette promesse, bien que j'ai gagné. À l'époque, je développais déjà des films liés à la guerre pour Black Moon Productions. Et j'étais très intéressée. Et le producteur avec qui je travaillais à l'époque, qui s'appelle Patrick Jean, me disait « Mais Anne-Laure, tu ne pourras jamais partir sur une zone de guerre, ça coûte trop cher, c'est trop dangereux. Mais développons des projets. » Donc je développais des scénarios et des longs métrages destinés à Arte et à la RTBF et à France Télévisions sur la guerre, les rumeurs de guerre, etc. Quand France Télévisions n'a pas honoré son contrat suite à l'obtention de ce lauréat. De ce prix. C'est là, par hasard, vous voyez, parfois le destin fait très bien les choses, que j'ai croisé cet Ukrainien avec qui je suis partie dans le Donbass. Et étant donné que j'avais déjà une grande appétence suite au projet que je développais pour Black Moon, je n'ai pas hésité un seul instant à partir et à tout lâcher en zone de guerre. Donc je n'ai pu travailler pour Black Moon. Je n'ai pu travailler pour France Télévisions dans le cadre de cette émission que j'avais gagnée, mais qui n'a pas été pleinement respectée. Et je suis partie filmer la guerre. J'ai trouvé un producteur à l'époque qui était partant. France Télévisions, paradoxalement, à travers France 4, était OK pour me suivre et voir mes images. Et je me suis rendue dans le Donbass. Vous avez une dernière question, puis après, Gérard, je vous laisserai terminer. Qu'est-ce que ça fait quand on va couvrir un conflit dont tout le monde se fiche et que tout à coup on se retrouve au centre du monde? C'est-à-dire à l'endroit où la tectonique des plaques arrive. Je parle du 24 février 2022. Ça vous le savez, je pense que tous les deux vous le savez, vous ne verrez plus jamais le monde qui vous entoure de la même manière. Mais on n'a pas l'impression de s'être dit, c'était là que ça devait se passer, et j'ai eu raison d'insister. Bien sûr, et puis vous êtes, vous. En tout cas, si vous aimez l'histoire, vous avez, c'est terrible ce que je veux dire, mais la chance de suivre l'histoire qui se dessine sous vos yeux. Mais il n'y a rien de plus incroyable à observer. Enfin, je veux dire, moi, c'est une source d'apprentissage, voir le réel se dessiner sous mes yeux, mais c'est devenu addictif. Voilà. Et ça vous change totalement. Ce que j'ai fait avant 2014, de travailler pour France Télévisions, faire des programmes de divertissement, je ne pourrais plus le faire. Parce que, alors ça me concerne, vous ressentez le besoin d'aller à l'essentiel, de faire sens, d'éclairer le monde, d'essayer de mettre votre petite pierre à l'édifice, d'être utile. Vous n'avez plus envie de futilité. Gérard, je vous laisse conclure. Alors, ces combattantes de l'info, hein, qui, si on vous lit, semblent être un peu l'espoir de certaines... un cap qui est tenu par rapport aux engagements d'Albert Londres,
de ces pionniers justement de l'information, du fait qu'il faut ouvrir les yeux sur des réalités, qu'elles soient en France, à l'étranger. Vous allez continuer de les suivre? Comment ça va se passer? Anne-Laure vient de nous dire ce qu'il faut retenir d'un tel combat qui est le sien. Et les combats menés par les autres combattantes de l'info sont de même nature. C'est aller à l'essentiel, c'est ne pas se laisser absorber par une information qui chasse l'autre, sans réflexion, sans recul, sans analyse. Il faut aller à ce qui fabrique le monde sous nos yeux, pour le meilleur et pour le pire. Je continue à les suivre pour certaines d'entre elles, en tout cas, parce que j'ai rencontré des personnalités fortes. Je n'en connaissais aucune. Je les ai toutes découvertes. J'avais aucune relation professionnelle ou personnelle avec quiconque. Et je les ai donc découvertes, je les ai disséquées, je les ai analysées, j'ai lu, écouté, regardé leur production, que ce soit papier ou audiovisuel. Et puis, je vois aujourd'hui, dans le contexte qui est celui de l'islamisme meurtrier, qui gagne du terrain quand même dans un pays comme la France, et d'une façon générale en Europe, je vois comment ces femmes se positionnent, comment elles se battent, comment elles continuent à dire la vérité. Alors bien évidemment, en face, il y a beaucoup de gens qui se satisfont d'une version officielle édulcorée des faits et qui prêtent le flanc à cette non-communication qui est celle du gouvernement français actuellement. On est dans le n'importe quoi. Il n'y a pas de colonne vertébrale à la communication. Donc il faut se reposer sur ces combattantes de l'info. Et moi, je suis très heureux d'avoir fait ce livre. C'est pas le grand livre de ma vie, je le dis, parce que c'est pas je suis plus habitué à me plonger dans les archives historiques pendant X mois avant de sortir. Vous étiez sur de la matière vivante. Un bouquin, mais exactement. Et puis c'est l'histoire en marche, un moment assez décisif parce que, je le redis, parce que j'en suis convaincu, on est dans un problème où la civilisation, elle peut basculer. Et donc tout ce que nous, journalistes, devons dire, on doit plus que jamais respecter la vérité des faits par respect pour notre public. Merci Gérard, merci Anne-Laure d'avoir participé à cette émission. Alors, je rappelle donc, je vous montre la couverture donc, du livre de Gérard dans lequel figure un portrait d'Anne-Laure. J'ai vu que vous avez fait d'ailleurs des jolis dessins de ces femmes. Alors les croquis sont signés d'une amie qui s'appelle Jing Zhang, qui est une amateur, une dessinatrice amateur chinoise qui vit en France et qui est compétente. Voilà, voilà celui d'Anne-Laure, ici. Voilà. Merci beaucoup Régis. Merci à vous. Donc merci, et je rappelle que c'est aux éditions Télémac. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, ce grand entretien. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans les kiosques le 3e numéro d'Omerta, le magazine Omerta, La France contre Macron. On est en train d'en préparer un 4e, je vous en dirai un peu plus bientôt. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Grand Entretien. Bonne semaine à tous.